Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La Tunisie se prépare à la tenue de l'élection présidentielle du 23 novembre, une élection très attendue. De son indépendance en 1956, le pays n'a connu que 2 présidents démocratiquement élus, Habib Bourguiba et Ben Ali, qui occupa le palais de Carthage 23 ans durant. La Côte d'Ivoire s'interroge, elle, sur l'avancement du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Un processus qui, nous le verrons, est suivi de près par le pouvoir et l'opposition à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Retour sur la rencontre internationale des magistrats au Mali. La Cour suprême malienne, en compagnie de ses homologues de la sous-région, ont mené une réflexion sur le rôle et la place de la justice dans la lutte contre la corruption. En Tunisie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle a démarré le 1er novembre. L'élection semble davantage passionner les Tunisiens que les dernières législatives. Les électeurs sont attendus plus nombreux pour choisir le successeur du président Mounsef Marzouki. Les spéculations et avis divergent sur les 27 candidats à quelques jours de cette échéance, comme nous l'explique Idelet Mirabel-Bissou. À quelques jours de la première élection présidentielle libre en Tunisie, les attentes des populations par rapport au profil du prochain chef de l'État sont au centre des débats politiques. 27 candidats en lice ont démarré la campagne électorale depuis le 1er novembre dernier. Mais les avis sur le profil du prochain président de la République sont partagés. Selon moi, le président devrait avoir la capacité d'unir tout le monde. Il doit avoir une histoire politique. Les gens devront être à même de se retrouver en lui, à voter pour lui, non pas parce qu'il leur a fait de fausses promesses, mais parce qu'il fera des promesses qui sont réalisables. Il n'est pas obligé de faire l'unanimité, car il est impossible de plaire à tout le monde. Mais il devra être un leader qui unit les gens. De 1957 en 2014, la Tunisie a connu 4 présidents. L'histoire politique du pays a écrit de nouvelles pages avec la naissance du mouvement révolutionnaire de 2010 à 2011 qui a conduit à la chute de l'ancien président Ben Ali. Élu pour la période de transition conduisant à la promulgation d'une nouvelle constitution, Mounsef Marzouki est candidat à la prochaine présidentielle. Je vous assure que si j'accède à nouveau à la présidence, je serai ferme contre la tyrannie et l'oppression. Je m'engage à rester ouvert à tous les partis politiques qui soutiennent ce projet, qui est de construire une nouvelle Tunisie sur les ruines de l'ancienne. En attendant le 23 novembre pour choisir le prochain président tunisien, les candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne électorale dans les artères du pays. Au Burkina Faso, les tractations pour une transition civile se poursuivent. Une commission réunissant l'armée, l'opposition et la société civile du Burkina Faso a achevé ce vendredi ses travaux destinés à définir le futur régime de transition. Les résultats de ces travaux seront soumis à l'aval d'une conférence plénière réunissant les différents acteurs de la crise, à l'exception du camp de l'ancien président Blaise Compaoré. La transition d'1 an dirigée par une personnalité civile jusqu'aux élections présidentielle et législative prévue d'ici novembre 2015 fait déjà l'objet d'un consensus. Où en est le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en Côte d'Ivoire? Quelques 26 000 armes auraient été collectées en 2 ans. 60% des ex-combattants auraient réussi leur réinsertion dans la vie civile. Les autorités politiques et les partenaires ambitionnent d'achever ce processus en juin 2015 afin de permettre la tenue de l'élection présidentielle dans de bonnes conditions. Les explications de Marina Vanier. À quand le désarmement effectif des anciens combattants en Côte d'Ivoire? À 1 an de l'échéance de la présidentielle 2015, cette question est de plus en plus cruciale. Les crises de 2002 et de 2011 ont favorisé la circulation d'armes non autorisées sur le territoire. Les autorités ont donc instauré l'opération désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants pour neutraliser les 30 000 personnes encore en possession d'armes. Une opération qui, selon le gouvernement, devrait prendre fin en juin 2015. Sur 74 000 ex-combattants, 44 000 ont été réinsérés.
Plus de 28 000 armes ont été collectées. Cela traduit l'efficacité du programme de resocialisation. Beaucoup reste à faire. Il faut travailler dans une perspective de durabilité. L'espoir est permis pour ces jeunes. Il faut élargir la question de la réintégration des ex-combattants, démobilisés et entrevoir d'une façon générale la question de l'emploi des jeunes. Depuis sa création en 2012, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants a collecté près de 26 000 armes, notamment des fusils d'assaut, ainsi que 650 000 munitions. L'institution assure avoir facilité l'intégration dans la vie civile de 60% des 74 000 ex-combattants recensés. Et c'est un processus qui a été entamé, on le sait, depuis toujours. Depuis 2004-2005, ça n'a jamais abouti, c'est jamais arrivé à son terme. Cette fois-ci, nous sommes à 50%. Il faut saluer cela et néanmoins s'interroger pour que le processus aille plus vite. Il faudra pouvoir les identifier, les profiler et puis les désarmer pour que le processus électoral se déroule de façon sereine sans que il y a une crainte que ces éléments, ces ex-combattants puissent peser sur le déroulement du processus. Si l'opération peine à arriver rapidement à terme, le manque de moyens adéquats est décrié. Le pays espère un financement de plus de 37 milliards de francs CFA pour que l'opération soit définitivement terminée. L'élection du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu les 29 et 30 novembre à Dakar, au Sénégal. 4 Africains et une Canadienne briguent la succession de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Portrait du candidat de la Guinée équatoriale avec Anan Farou. Qui sera le successeur d'Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? 5 candidats, dont 4 Africains, briguent le poste. Parmi eux figure l'équato-guinéen Augustin Nsenfoumou. La Guinée équatoriale est membre de la francophonie depuis 1989 et a adopté le français comme deuxième langue officielle en 1998. Vous connaissez la situation géographique de la partie continentale de la Guinée équatoriale. Est et le sud, c'est le Gabon, le nord, c'est le Cameroun, pays francophone. Alors, ne serait-ce que à cause des relations, vous voyez, des familles, des frontalières, alors le français fait partie de la vie de la Guinée équatoriale. En 2010, la Guinée équatoriale comptait quelques 200 000 francophones sur une population de près de 700 000 personnes. À quelques semaines de l'élection du secrétaire général, Augustin Nsenfoumou affiche ses ambitions pour redynamiser la francophonie. Dans le monde francophone, je pense que nous devons tout faire et nous devons insister pour qu'au niveau culturel, au niveau d'enseignement, au niveau d'intégration, les femmes, vous voyez, et l'intégration de la femme, le rôle de la femme soit beaucoup plus important dans notre organisation. Né en 1949 dans la province équato-guinéenne de Ouelensas, Augustin Nsenfoumou a annoncé sa candidature le 10 septembre dernier. Ancien secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale, il a également été ministre et ambassadeur. Les 57 chefs d'État ou de gouvernement des pays membres de l'institution francophone feront leur choix les 29 et 30 novembre à Dakar. En marge de la rentrée solennelle 2014-2015 des cours et tribunaux, la Cour suprême du Mali a organisé une rencontre internationale des magistrats les 4 et 5 novembre 2014. Au cours des travaux, les outils juridiques et institutionnels de la lutte contre la corruption au Mali ont été exposés. Les participants ont formulé des recommandations pour permettre une lutte efficace contre ce fléau. Les précisions d'Aminata Diak. Une rencontre internationale des magistrats a été organisée les 4 et 5 novembre 2014 par la Cour suprême du Mali en marge de la rentrée solennelle 2014-2015 des cours et tribunaux. Ce séminaire a réuni les cours suprêmes de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Niger, du Bénin, la Cour de justice de l'UEMOA et l'Union africaine sous le thème « Rôle et place de la justice dans la lutte contre la corruption ». Objectif, mutualiser les actions et moyens de lutte contre ce fléau. Le problème de la corruption a été un peu généralisé dans la sous-région. On en trouve un peu partout dans tous les pays et chacun essaye d'inventer des méthodes pour lutter contre la corruption. Mais on constate qu'à chaque fois, tous les présidents qui lancent en tout cas la chasse contre la corruption, le plus souvent aboutissent
à des résultats pas du tout escomptés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine harmonisation, en tout cas des stratégies de lutte contre la corruption. Au cours des travaux, les stratégies de lutte contre la corruption au Mali ont été exposées, des moyens qui, face à l'ampleur du phénomène, restent inefficaces. Et la rentrée des cours de tribunaux au Mali intervient dans un contexte particulier et caractérisé par l'affaire de surfacturation, problème de l'avion présidentiel, l'équipement de l'armée. Donc cette rentrée est intervenue dans ce contexte de corruption, donc ce qui fait que le thème ne pouvait porter que sur la lutte contre la corruption. Et comme vous le savez, au Mali, c'est la justice qui est le pilier central de la lutte contre la corruption. Donc les juges actuellement ont du pain sur la planche. Au terme de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations pour rendre l'arsenal juridique du Mali plus efficace contre la corruption. Parmi les mesures retenues, le repositionnement de la justice au cœur de la lutte contre le fléau, l'intensification de la spécialisation des personnels chargés de la poursuite et du jugement, l'implication de la société civile et la presse et l'introduction dans les programmes scolaires d'une éducation civique et morale pour l'éveil des consciences au respect du bien public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.